Bonsoir. Merci d'être venu pour cette rencontre. Moi, je me présente, je suis Farid Alila, je suis journaliste à Jeune Afrique. Je travaille sur l'Algérie depuis une vingtaine d'années à Jeune Afrique. Et donc, voilà comment on va faire dérouler ce débat. Je vais faire une petite introduction. Ensuite, je vais donner la parole aux intervenants. Ensuite, on va ouvrir le débat. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Donc, voilà, l'Algérie. Depuis février, date du début de la Révolution, l'actualité algérienne est tellement riche, elle connaît tellement de rebondissements que nous journalistes, on est obligés d'actualiser nos informations presque au jour le jour et parfois heure par heure. Parce que tellement les choses se déroulent d'une façon parfois inattendue et soudaine. Et l'exemple est venu ce soir. On vient d'apprendre que l'ancien Premier ministre Ahmed Ouéria a été placé en détention préventive, c'est-à-dire il va dormir ce soir en prison. Voilà. Il y a d'autres ministres aussi qui vont être placés certainement ce soir aussi en prison, en attendant aussi l'audition prochaine, peut-être demain, de l'ancien Premier ministre Sellal, qui va être lui aussi certainement placé en détention préventive, tout ça dans le cadre des affaires de corruption. Et ce qui se passe aujourd'hui même, c'est une révolution dans la révolution. C'est-à-dire que si on pouvait dire il y a 6 mois que l'ancien Premier ministre Ahmed Ouéria, qu'on présentait comme successeur de Bouteflika, si on pouvait dire que ce soir il allait dormir en prison, et personne n'aurait parié un dinar sur ça. Et comme personne n'aurait parié il y a début février qu'il y allait y avoir une révolution dans ce pays. Donc, ce qui se passe en Algérie est de l'ordre de l'inattendu. C'est exactement aussi le cas de ce débat ce soir sur l'élection présidentielle. C'est l'intitulé « Élection possible ou impossible ». Il y a quelques semaines, on était parti sur une élection présidentielle prévue le 4 juillet. Mais cette élection n'aura pas lieu parce que la rue la rejette, parce qu'il n'y a pas de candidat, parce que l'opposition la rejette, parce que tout le monde la boude. Et maintenant que le pouvoir a pris acte du fait qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle, on était dans une phase de transition qui allait se terminer le 4 juillet prochain. Là, on est entré dans une nouvelle transition. Mais on ne sait pas quelle est la forme de cette transition, quels sont les acteurs de cette transition, avec qui, comment elle va se faire. Le système politique algérien est un système réputé pour être un système opaque, mystérieux, indéchiffrable. C'est avant la Révolution. Il l'est encore plus maintenant. C'est-à-dire que si je prends mon exemple, je travaille sur l'Algérie depuis 20 ans, je suis incapable parfois j'ai du mal à expliquer au lecteur qu'est-ce que c'est que ce système, comment il est formé, comment les décisions se prennent. Et ça, c'était avant la Révolution. Et les choses se sont encore beaucoup plus compliquées maintenant. C'est vrai que le système mis en place par le président Bouteflika a disparu. Je parle du système mis en place par le président Bouteflika pendant 20 ans. Le système et les hommes qui sont mis en place. Il a disparu, il commence à être démantelé, mais on ne sait pas quel est le système qui va être mis en place dans 6 mois, dans une année, on ne sait pas donc, combien de temps va durer cette transition. Et pour revenir à ces élections, l'élection impossible, oui, mais elle appelle à des questions subsidiaires. C'est-à-dire, quels sont les hommes qui vont décider de cette transition
Est-ce que cette élection, la prochaine élection, elle va être organisée par ce gouvernement ou est-ce qu'elle va être organisée par une instance indépendante? Si elle est organisée par une instance indépendante, qui va décider de la composante de cette instance? Qui va être membre de cette instance? Quid du mouvement de la rue aujourd'hui? Qui va le représenter? Sous quelle forme? Quelle va être la réponse de l'opposition? Quel va être le rôle de l'armée? Est-ce que l'armée va accompagner ce processus? Elle va être arbitre? Est-ce qu'elle va être garante? Est-ce qu'elle va être partie prenante? Voilà, je pense que ce sont toutes ces questions qu'on pourra aborder ce soir ici avec vous, avec les intervenants. Je vais me permettre de les introduire brièvement. Je connais Akram, mais les deux autres, je ne les connais pas, donc je me permets de lire l'affiche. Donc Akram, il est journaliste au Monde diplomatique, il est collaborateur d'Orient 21, d'Afrique Magazine, chroniqueur au quotidien d'Oran, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Algérie. Le dernier ouvrage paru en avril, c'est L'Algérie, un pays empêché, qui est sorti en avril dernier, et en 100 questions. Akram essaie de décrypter la situation politique, économique et sociétale de ce pays. Donc je lui donnerai la parole après. Alors, Farida Souya, j'aurais dû être plus élégant de vous donner la parole, commencer par vous, mais bon. Elle est sociologue, consultante internationale, spécialiste du Maghreb, ancien chercheur et enseignante dans diverses institutions algériennes. Pardon, c'est... la preuve, c'est que je ne les connais pas. Nadji Safir, il est sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb, ancien chercheur et enseignant dans diverses institutions algériennes. Il a publié notamment en 2016 l'ouvrage « Le Maghreb à l'épreuve de la mondialisation » avec Xavier Richer. J'ai juste? Très bien. Bon, Farida. Postdoctorante au laboratoire méditerranéen de la sociologie de l'Université d'Aix-Marseille, CNRS, la MES, la BEXMED, spécialiste des Aragas et des politiques migratoires en Algérie. Vous avez publié récemment une tribune dans Le Monde intitulée « La figure d'une jeunesse réconciliée avec la mobilisation politique ». Voilà. Et vous êtes quoi Oui. C'est une Aïsaba algérienne. Voilà. Donc je vais me racheter en donnant la parole à Farida. Enfin, je commence? Oui. Alors, c'est pour une dizaine de minutes. Oui. il marche là? Non. C'est selon l'intervention, selon... Bon, alors on n'a pas de questions particulières, donc moi je vais essayer d'en aborder plusieurs avec vous en restant brève, et puis je vais m'inspirer des questions qu'on me pose souvent en ce moment sur l'Algérie et sur les mobilisations. Alors, l'une des dimensions, et notamment parce que donc moi je suis politiste, mais je travaille beaucoup sur les phénomènes migratoires, et notamment des phénomènes migratoires qui touchent plus particulièrement les quartiers populaires et les classes populaires algériennes, puisque c'est des migrations dites irrégulières dans notre langage, et donc des mobilités empêchées. Et la question, justement, et vous entendez beaucoup, là, si vous suivez la couverture de la presse, à la jeunesse au cœur de ce mouvement. Je pense que pour donner quelques chiffres, pour recentrer tout ça, il faut tout d'abord dire que, en fait, démographiquement, l'Algérie est un pays jeune, et donc ce n'est pas tout à fait étrange que ce soit la jeunesse algérienne qui soit au cœur de cette mobilisation. C'est un pays jeune et urbain, et donc les jeunes urbains sont au cœur de la mobilisation, mais pas que. Autre donnée à connaître sur la jeunesse algérienne et dans son rôle de la mobilisation. Donc vous avez bien compris l'une des modalités par lesquelles se donnent à voir et par lesquelles agissent cette révolution, je dirais, eh bien c'est les manifestations du vendredi qui réunissent tout le monde. Ou beaucoup de monde. Et vous le savez peut-être aussi, le mardi est devenu aujourd'hui un jour institué pour les mobilisations étudiantes qui sont très importantes. Et là-dessus, il faut aussi savoir que quand on parle d'étudiants en Algérie, on parle aussi d'un
d'un pays qui a connu une massification très forte de l'enseignement supérieur, avec plus d'1,7 million étudiants. Et aussi que quand on parle d'étudiants, on parle beaucoup d'étudiantes, puisque près de 2/3 des étudiants sont des étudiantes. Et donc que c'est aussi un visage de l'Algérie mobilisée aujourd'hui. L'une des questions qui revient beaucoup dans ce qu'on me dit, c'est pourquoi finalement, alors que lors des dernières élections présidentielles, il avait d'ores et déjà, Bouteflika était d'ores et déjà dans un état de santé très amoindri, il n'a pas fait campagne. Pourquoi eh bien, ça ne s'est pas soulevé avant finalement? Pourquoi ça ne s'est pas passé en 2011? Pourquoi ça ne s'est pas passé en 2014? Et pourquoi ça s'est passé en 2019? Et les gens qui me posent cette question-là, souvent après ont un indice, c'est la question de la génération. Notamment aujourd'hui, il y a en Algérie beaucoup de personnes qui n'ont pas connu les années 90. Et c'est une part importante de la population algérienne. Et donc, est-ce que le fait d'avoir levé finalement le trauma et le risque de la guerre civile comme issue d'un processus de transition dont on ne peut pas présager la fin quand on le débute, est un petit peu levé? Et ça peut être une partie des explications. Sur la question à la fois, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Farid, sur le caractère inattendu. Je pense que ça a pris tout le monde un petit peu par surprise, peut-être même les acteurs eux-mêmes par surprise. Et à la fois, on ne peut pas non plus penser ces mobilisations comme si elles étaient nées de rien. Il y a une histoire de mobilisation dans l'Algérie, notamment à partir des années 80, à partir de 1980 et le printemps berbère, avec des mobilisations, certes, qui touchaient assez rarement l'ensemble du pays, qui ne prenaient jamais l'ampleur qu'elles ont pris aujourd'hui et surtout qui ne s'inscrivaient pas dans le temps. Mais il y a des mobilisations en Algérie qui sont parfois sectorielles, parfois corporatistes, parfois de type émeutière et je tiens aussi quand même à dire que l'émeute, elle est politique. Parce que parfois, des personnes disent c'est une émeute, donc elle n'est qu'économique, elle n'est que violence. L'émeute a une composante politique en son sein. Et donc, depuis les années 90, l'Algérie connaît des remous. Ce n'était pas un pays pacifié avec un peuple apathique qui, finalement, se contentait de demander ça et là une redistribution un peu plus juste de la rente. Donc ça, c'est pour un petit peu la question de la jeunesse dans ce mouvement-là, qui est une des questions qui revient aussi beaucoup. L'autre question, peut-être, que je pourrais aborder, qui est complètement autre, c'est la question de l'élection et de la représentation, qui sont souvent liées. On me dit, mais attendez, si vous ne voulez pas d'élection, vous ne voulez pas de représentation, qu'est-ce qui se passe ? Il faut une voix. J'aurais deux choses à apporter à cette réflexion-là, et ça, je le fais sans doute en tant que politiste, c'est que en fait, la plupart des régimes non démocratiques tiennent élection. L'élection n'est absolument pas gage de démocratie. Le fait de convoquer le corps électoral et de mettre un bulletin dans une urne, combien même vous ne bourrez pas les urnes d'ailleurs, eh bien, n'est pas gage de démocratie, parce que vous pouvez mettre en place des dispositifs pour empêcher la vie politique bien au préalable, que le choix finalement ne soit aucun. Et l'Algérie a connu des échéances électorales depuis longtemps, et c'est pas pour autant qu'elle est démocratique. Donc le refus des élections, c'est pas un refus de l'élection dans l'absolu, c'est un refus de l'élection dans le contexte actuel, c'est celui de la de la méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires que sont les partis politiques et du personnel politique. Et la question de la représentation, et on le voit bien même dans les démocraties où il y a une crise quand même de la représentation, elle demande une certaine... parce qu'il y a une délégation et elle demande une certaine confiance. Je respecte... et cette question, elle est aussi liée à pourquoi le mouvement ne se dote pas de représentants. Et historiquement, c'est vrai qu'en Algérie, je vous l'ai dit, il y a eu d'autres mouvements de contestation, en Kabylie en 2001 notamment, et la stratégie, quand un mouvement se dote de représentants, elle est double, et elle est assez typique de la stratégie algérienne. C'est d'une part de réprimer. Une fois que vous avez des noms qui émergent, c'est plus facile de cibler. Aujourd'hui en Algérie, combien même on a une évolution importante de la situation. Il faut rappeler qu'il y a encore des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Et donc, vous pouvez réprimer, et encore mieux, vous pouvez coopter. Vous pouvez essayer de faire des coalitions ces dispositifs de cooptation, de répression, aussi de brouillage en fait de la vie politique, eh bien c'est aussi ce qui explique que les gens ont une méfiance vis-à-vis de la représentation. L'autre problème aussi dès qu'on parle de représentation, c'est que vous faites des choix. Et là, on est dans un mouvement qui, pour l'instant, il faut le dire, il a fait un choix qui est un choix de la négative,
qui est non à ce qui se passe actuellement. Et ça a plein de dimensions. C'est à la fois à la question politique du système politique, mais aussi à tous ses impacts économiques. L'un des grands slogans de cette révolution, au-delà de la question démocratique, c'est « Klitul bled et serrarin », c'est « vous avez mangé le pays, bande de voleurs ». Donc il y a vraiment cette question de la rente. Tu veux que je m'arrête là ? Donc voilà, c'est un peu... Merci. Bien, je vais aborder la question à ma façon, en fonction de ce que j'ai déjà écrit sur ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé si on n'essaye pas de saisir le contexte. Et pour moi, c'est un contexte fondamentalement rentier. Dans mon analyse, il y a deux rentes principales qui structurent la société algérienne. C'est une rente économique, qui est évidente, à laquelle tout le monde pense. Une rente économique liée à la valorisation sur le marché mondial des hydrocarbures. Et de ce point de vue, l'Algérie fonctionne, je dirais, comme un pays rentier, entre guillemets, normal. Dernièrement, on a comparé l'Algérie et le Venezuela, et de mon point de vue, la comparaison tient tout à fait la route. La situation est moins grave, si je puis dire, en Algérie qu'au Venezuela, parce que je pense qu'il y a eu moins d'excès liés à la folie rentière. Deuxième rente qui est fondamentale et qui elle est plus spécifique à la situation algérienne, c'est une rente historique. Il y a une rente qui est liée à l'instrumentalisation qui a été faite par le pouvoir de l'histoire nationale. Et c'est grâce à l'instrumentalisation de cette histoire nationale que le pouvoir s'est maintenu pour l'essentiel, disons depuis pratiquement l'indépendance, jusqu'à précisément cette rupture de février. Et donc nous sommes en présence d'un modèle qui était basé sur ces deux rentes, et c'est un modèle qui était en soi fragile. On parle, disons, des prémices de ce qui a pu annoncer la rupture de février qui aujourd'hui nous intéresse. Je pense que depuis longtemps déjà, on voyait que les rentes ou les effets positifs, entre guillemets, de ces rentes étaient en train de perdre de leur efficacité. Je l'avais personnellement écrit en 2012, alors que le pétrole était autour de 115 dollars le baril, et j'écrivais que le modèle n'était pas fiable et qu'il allait progressivement vers, disons, une situation de crise. Alors maintenant, pourquoi précisément la crise se déclenche en février 2012? Moi, je crois que ça a été une réaction tout à fait compréhensible de la part d'une population qui a considéré que le 5e mandat était une véritable provocation. Ça a été perçu comme une marque de mépris profond, alors que tout le monde savait que l'état de santé du président était tout à fait lamentable. D'ailleurs, c'est significatif dans l'une des chansons des supporters de l'USMA, l'une des chansons les plus populaires. Il y a un vers qui dit pendant le 4e mandat, la poupée était morte. On disait Boubi Ahmed. Et c'est très, très significatif. Donc, il y a eu une réaction de rejet de ce 5e mandat qui a entraîné un très large consensus. Ce que l'on peut constater à propos de ce mouvement social qui est né donc en février, c'est un mouvement pacifique, c'est un mouvement dont on peut dire qu'il est interclassiste, hein, il
il est élargi à toutes les couches de la société, il est élargi à toutes les régions du pays. Politiquement, il est traversé par divers courants qui apparaissent. Évidemment, du jour au lendemain, les citoyens algériens n'allaient pas perdre leur attachement politique. Donc, on voit là-dedans qu'il y a des islamistes, des militants de certains partis peut-être attachés à une expression identitaire, etc., etc. Alors, ce qui est important, ce qui est absolument décisif à mon avis, c'est que ce mouvement a entraîné un certain nombre de ruptures. La première rupture, c'est que pour la première fois, pratiquement depuis l'indépendance aussi, on peut dire que l'espace public est devenu un espace public appartenant au peuple. Pendant longtemps, l'espace public était interdit à la population. Ça pouvait être formel, c'est le cas d'Alger, où les manifestations étaient formellement interdites, mais de fait, l'espace public était un espace qui appartenait au pouvoir. C'est une rupture absolument fondamentale et je pense que, quelle que soit l'évolution du mouvement, d'une manière ou d'une autre, c'est une rupture qui aura des conséquences. Deuxième élément de rupture qui me paraît très très important, c'est que ce qui s'est passé a amené à une clarification du jeu de beaucoup d'acteurs. Et moi, je pense tout particulièrement à l'armée. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que l'armée était un acteur politique important, une espèce de détenteur du pouvoir en dernier ressort. C'est comme ça qu'a fonctionné l'armée. C'était elle qui détenait les clés du pouvoir, la réalité du pouvoir en dernière instance. Mais là, d'une manière ou d'une autre, par ces échanges qui, entre parenthèses, se sont taris ces tout derniers jours, par ces échanges entre le mouvement engagé et le chef d'état-major de l'armée, il y avait de fait donc une expression claire de la réalité du pouvoir. Le chef d'état-major de l'armée, au moment où nous parlons, s'exprime en tant que véritable détenteur du pouvoir. Et on ne sait pas ce que vont donner les tractations qui s'annoncent entre le mouvement et le pouvoir, mais de toutes les façons, ça a été, de mon point de vue, un élément de clarification important. Alors pour conclure, je ne veux pas abuser, dans la mesure où la thématique de la soirée tourne autour de l'élection. L'élection aura-t-elle lieu, n'aura-t-elle pas lieu? Au moment où nous parlons, personne n'en sait rien. Je rejoins ce que disait M. Aliletz dans son introduction. Nous sommes dans une situation où il est difficile de savoir ce qui va se passer. Mais en tout état de cause, de mon point de vue, nous sommes dans une situation où il y a deux cas de figure, disons deux grandes situations qui peuvent se présenter. La première, c'est qu'il y ait un accord et qu'on aille, un accord, c'est-à-dire j'entends, entre les représentants du mouvement social et les représentants réels du pouvoir actuel, ou bien il y a un accord et on peut imaginer une transition démocratique avec tous les aléas qui pèsent, qui entourent ce genre de transition. C'est-à-dire que rien n'est acquis. Ça va être un processus, mais si les partenaires sont de bonne foi, on peut imaginer que l'on aille vers une transition démocratique et qu'il y ait une rupture avec les logiques qui ont longtemps présidé à la gouvernance du pays. Deuxième cas de figure, il n'y a pas d'accord et il y a un passage en force, disons, des représentants du pouvoir, qu'ils soient
directement militaire ou pas. Et à ce moment-là, moi, mon hypothèse, c'est qu'on va aller vers une tentative de maintien ou de restauration d'un pouvoir autoritaire. Et dans ce cas-là, je crois que le pays va aller vers des tensions dont on ne peut pas aujourd'hui préjuger ce sur quoi elles déboucheront. Mais de toutes les façons, quelles que soient les évolutions à venir, je crois que le pays est en train de vivre une véritable révolution. Voilà. Merci. Je passe la parole à Karam. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Voter, mais pourquoi faire ? Parce que c'est le thème, on est autour des élections. Alors effectivement, lorsqu'on a pensé cette rencontre, les élections du 4 juillet n'étaient pas encore annulées, faute de candidats. Mais pour reprendre l'idée d'une transition, j'aimerais, même si on parle du cas algérien aujourd'hui, rappeler ce qui s'est passé dans le pays voisin qui reste aujourd'hui présenté comme l'exception de tout ce qu'a connu le monde arabe ou la sphère arabophone depuis 2011, à savoir la Tunisie. La première réaction qui a été celle de l'establishment politique tunisien après la fuite du président Ben Ali a été d'essayer d'organiser une élection présidentielle. Parce qu'il était clair que ce genre de scrutin, dans les conditions de l'époque, était la meilleure des solutions pour préserver en réalité le système. Ce à quoi beaucoup de forces populaires, de jeunes révolutionnaires tunisiens avaient répondu par l'occupation de places publiques, par le recours à la manifestation et à la protestation, ce qui avait obligé petit à petit le personnel politique tunisien à accepter l'idée d'une transition qui devait déboucher sur l'élection d'une assemblée constituante. Je rappelle que l'Assemblée constituante est une vieille revendication de l'opposition algérienne. Dès 1963, le Front des forces socialistes de Hossein Aït Ahmed ou le PRS de feu Mohamed Boudiaf avait demandé le retour à l'organisation d'une Assemblée constituante. Donc l'idée aujourd'hui telle que présentée par le chef d'état-major, selon laquelle la solution résiderait dans le retour rapide aux urnes pour organiser une élection présidentielle, montre à quel point la tentative de maintien du système est probante et existe toujours et existera toujours. Et je pense que ce qui surprend aujourd'hui, en tout cas ce qui a surpris beaucoup d'observateurs, c'est la maturité politique d'une bonne partie des manifestants qui ont compris qu'en réalité l'enjeu n'était pas l'élection présidentielle, que l'enjeu était la réflexion autour d'une période de transition, justement destinée à non pas préparer au mieux cette élection présidentielle, mais une période de transition destinée à réfléchir sérieusement sur la manière de réhabiliter les fondations de l'État algérien. Parce que tout le monde aujourd'hui a bien compris, et les affaires de corruption qu'on voit s'afficher tous les jours, à quel point le pays est gangréné, à quel point ses institutions sont minées de l'intérieur, à quel point le gaspillage a touché de nombreux domaines publics et à quel point l'Algérie est finalement fondamentalement malade et a besoin d'une réelle réhabilitation, d'une réelle rénovation, d'une espèce de renaissance dont le Hirak actuel, le mouvement populaire, n'est, je l'espère, que le début. Tout cela pour dire quoi ? Pour dire qu'effectivement, dans les semaines qui viennent, nous allons avoir à réfléchir en tant qu'Algériens sur beaucoup de choses. Nous faut-il une élection présidentielle ou pas ? Pour moi, n'est pas réellement le vrai problème. Si on doit avoir une élection présidentielle, il y a des préalables. Les préalables sont nombreux. Ils concernent l'administration, ils concernent les listes électorales, ils concernent la mise en place de structures ad hoc capables de vérifier la bonne tenue d'une élection présidentielle.
Tout cela, on l'a déjà vu dans d'autres pays, et on l'a vu par exemple en Tunisie, où effectivement, très vite, il y a eu des instances qui se sont mises en place pour garantir le bon fonctionnement des élections et arriver à ce que la majorité souhaitait, à savoir une élection pour une assemblée constituante, se déroule dans les meilleures conditions possibles, avec une structure de vérification autonome, indépendante des partis politiques, avec quelques petites instances aussi de régulation. Ne faire que ça, dans le cas algérien, serait faire fausse route. Parce que la transition devra aussi s'employer à éliminer le passif législatif de plusieurs années de règne du système. Cela donc veut dire l'abrogation d'un nombre important de lois et de dispositions scélérates qui font, et qui à mon avis ces abrogations seront bien plus importantes que la réflexion autour de l'élection d'un scrutin. Attendre que le futur élu, que le futur pouvoir que désigneraient les futures élections se charge de cette mission serait l'erreur fondamentale. C'est ce qui risque de faire déraper justement la transition. Il y a des lois en Algérie, on peut les passer en revue, qui vont à l'encontre de ce que j'appellerais le dénominateur commun en matière d'intérêt. Je ne parle même pas des choses qui pourraient diviser la société. On peut effectivement, dans la liste des lois scélérates, bien entendu, on pense tout de suite à la question du code de la famille, l'inégalité homme-femme, etc. Ça va être l'enjeu, à mon avis, de bataille sociétale et politique très importante dans l'Algérie de demain, pour peu qu'on y arrive. Mais avant cela, avant même cela, il y a des lois qui sont des lois scélérates. Les lois qui consistent aujourd'hui à pouvoir emprisonner des gens, à les mettre en prison, alors que selon la constitution algérienne, la détention préventive est un acte exceptionnel qui ne devrait pas être un recours systématique des tribunaux. Les lois sur la constitution des partis politiques, les lois sur les associations, les lois sur la liberté d'expression, les lois de la liberté religieuse, etc. Voilà des lois qu'il est urgent, avant même qu'on organise le grand raoult qui clôturera la transition démocratique. On pense trop souvent les transitions politiques comme étant des processus de préparation pour qu'ensuite les grands courants politiques s'affrontent. Or, c'est ça en réalité qui fait que très vite, les forces contre-révolutionnaires, l'ancien système, les gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent, et justement, comme l'a dit Naji, c'est effectivement lié à la rente, non pas à la rente historique, mais pour le coup la rente économique, qui font qu'aujourd'hui le combat porte sur la réhabilitation, en tout cas le fait qu'on essaie à tout prix de garder le système en place. Donc voilà, c'est une manière d'anticiper ce qui nous attend. C'est optimiste parce que j'espère que nous allons pouvoir mettre cela en place. Bien entendu, il y a l'autre hypothèse que tu évoquais, qui consiste à penser qu'il sera interdit aux Algériens, d'une manière ou d'une autre, d'avoir cette période de transition qui permettrait d'éliminer les scories de plusieurs décennies de partis uniques, puis de vraies fausses démocraties, et en tout cas de démocrature. Si on est dans le deuxième cas, alors effectivement, ce sera plus difficile, mais je ne crois pas non plus qu'on pourra régresser à ce que l'Algérie a connu, à un niveau comparable à ce que l'Algérie a connu il y a 20 ans, depuis 20 ans. C'est-à-dire que même dans le cas d'une élection présidentielle qui nous serait proposée au prochain trimestre ou avant la fin de l'année, avec un habillage pluraliste, avec un habillage de participation et d'ouverture à la société civile, mais qui en réalité sera un scrutin qui sera destiné à nommer le futur Bouteflika. Et bien même dans ce cas-là, je ne pense pas que le système pourra se comporter comme il s'est comporté jusqu'à présent. Parce que l'énergie qui a été libérée au cours des 16 ou 17 dernières semaines ne demande qu'à continuer à s'exprimer. Donc il faudra
qu'il y ait des aménagements. Le système va être obligé de faire des concessions. Ce ne sera peut-être pas totalement satisfaisant pour la population algérienne, mais il y aura des acquis. Il y aura des acquis et c'est sur cela qu'il faudra aussi continuer à se battre, et notamment les acquis liés à la liberté d'expression, à la liberté de s'organiser. Ça ne sera pas facile. On a tous en tête le cas égyptien, où aujourd'hui ce pays a régressé dans une situation bien pire que celle qui existait au moment de la toute-puissance de Hosni Moubarak et de son clan. Ce n'est pas un scénario à exclure dans le cas algérien, mais en tous les cas, dans les deux cas, je pense que la société civile et la population saura faire en sorte, sauf grosse catastrophe, que des acquis demeurent par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Merci aux trois intervenants. Je pense que vous avez plus ou moins un topo de la situation aujourd'hui en Algérie avec les enjeux passés et futurs. Pour être un peu plus pratique, donc je vais ouvrir le débat. Si c'est possible, que les interventions soient brèves, les questions soient brèves, pour qu'on puisse répondre, pour que tout le monde puisse prendre la parole. Et si vous avez une question particulière à un interlocuteur particulier, vous la posez directement. Voilà. Donc, soyez bref et concis pour que tout le monde puisse poser ses questions et pour qu'on puisse répondre dans le temps qui nous est imparti. Vous avez dit, je crois que c'est vous, madame, que le mouvement ne souhaitait pas avoir de représentants en tant que tel, de représentation véritable. Toutefois, je voudrais savoir si au cours de ces 4 derniers mois, des forces ont un peu émergé, des figures ont un peu émergé qui pourraient devenir les interlocuteurs des pouvoirs publics. Je voulais juste faire une précision. Je pense que pour qu'on soit pratique, on va prendre une question-réponse. Oui. Voilà. C'est mieux pour qu'on puisse avancer. Voilà. Voilà. Oui, il y a des velléités d'organisation, bien entendu. Alors, il y a à la fois des velléités d'organisation très concrètes sur le terrain, notamment dans des villes comme Alger, où il peut y avoir des carrés selon les sensibilités. Il peut y avoir aussi des débats publics qui sont organisés. Et c'est des débats, ils ont des modérateurs, des leaders. Donc, au niveau le plus premier de l'organisation, il y a ça. Et puis, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi l'actualité, mais il y a une coordination de 3 collectifs de la société civile qui regroupe à peu près 80 associations, donc pas l'ensemble du mouvement. C'est des personnes qui sont organisées. Il y a un certain nombre de syndicats aussi qui sont impliqués, qui là organisent un événement le 15 juin. Pour l'instant, ils n'ont pas publié les points d'accord entre eux. Et une fois qu'ils auront publié les points d'accord entre eux, on aura une idée un peu plus concrète de est-ce qu'ils arrivent à regrouper autour de leur projet politique ou pas, ou est-ce qu'ils... Mais la question de la représentation, elle est toujours clivante en fait. Je me permets de relancer sur votre question. Le gros problème de la représentation aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des figures émergentes. On peut citer l'avocat Bouchechi, on peut citer l'avocate Zubida Assoul, l'ancien militant du FFS Jamel Zenati ou Karim Tabou, où il y a des figures qui ont émergé comme ça, ou Nasser Djabi, il y a des figures qui ont émergé depuis la naissance, depuis le début de cette révolution, mais le problème, c'est qu'elles ne font pas consensus. Mais c'est extrêmement difficile que des figures émergent pour représenter des millions de personnes. Vous avez des millions de personnes qui sortent dans la rue. C'est impossible qu'en l'espace de 3 mois ou 4 mois, de trouver comme ça des représentants. On peut trouver un parallèle à ce qui s'est passé en 2001 en Kabylie. Il y a eu une révolte en Kabylie en 2001. Il y a eu une répression sanglante. Il
des dizaines de personnes qui ont été tuées début avril. 128 personnes. Non, attendez, oui. La répression a commencé à partir du 20 avril. Quelques semaines après, il y a eu un collectif de représentants, on appelle ça des délégués de village, qui se sont appuyés sur les structures qui existent déjà en Kabylie, ce qu'on appelle la Harouche. La Harouche, c'est à peu près les représentants de villages. Et donc, il y a eu des villages, tous les villages de Kabylie, des villes et villages de Kabylie, ont pu dégager chacun un ou deux délégués qui ont réussi à se rassembler, à discuter. Ils ont dégagé une plateforme de revendication. Et petit à petit, ces délégués ont été acceptés par la population. Ils sont devenus des représentants légitimes. Et ce sont ces gens-là, ils ont même un porte-parole, et ce sont ces gens-là qui ont pu négocier après avec le pouvoir. Mais ce qui était valable en Kabylie en 2001 n'est pas valable parce que à l'époque, ça s'est circonscrit en Kabylie, une petite région. Là, on est dans un mouvement national. Ensuite, les structures qui existaient en Kabylie n'existent pas forcément un peu partout en Algérie. Donc c'est juste, il est possible d'avoir des représentants, il est possible que des représentants de population puissent se dégager, mais c'est extrêmement difficile de le faire à l'échelle nationale. Voilà, c'est juste pour faire... répondre à votre question. Il y a dans ce qui se passe aujourd'hui en Algérie aussi une volonté de prolonger ce que j'appellerais un moment d'intensité positive. Parce que pour le moment, les gens sont unis. C'est ce qui a été dit. On ne voulait pas d'un 5e mandat et on veut que le système dégage. Ça, je pense qu'il y a 99% des Algériens ou 95% des Algériens qui sont d'accord. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un discours politique. Et là, on touche du doigt le vide politique créé par les 20 années de présidence de Bouteflika pour dire qu'il va être normal que demain, les Algériens soient divisés. Et que ce moment de grâce que nous vivons depuis le février, qui est d'un peuple uni contre une provocation, une humiliation du 5e mandat et toutes les manœuvres qui ont consisté à essayer de retomber sur ce 5e mandat, eh bien, ce moment de grâce, il ne peut pas durer de manière éternelle. Et qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir que les gens se déterminent par rapport à leur projet de société, par rapport à leur volonté de politique. Et là, effectivement, c'est aussi le résultat probant d'un manque de vie politique tel qu'il a été organisé sciemment par le régime de Bouteflika, dont nous avons aujourd'hui. On ne peut pas créer les politistes parlent de politisation rapide, express, mais on ne peut pas organiser ça à l'échelle d'un pays en aussi peu de temps. Parole après. Question très précise. Quels sont les mécanismes, les enjeux de ce hirak, de ce mouvement, pour la transition? Bon, c'est une question très difficile parce que, comme ça a été dit par tous les collègues, ce mouvement est tellement large, il est tellement composite aussi, en quelque sorte, qu'il est difficile d'imaginer une solution qui sortirait comme ça, toute prête d'un cerveau unique. Ça vient d'être dit par Akram et j'y souscris. Il y a tellement de courants qui sont présents dans ce mouvement
qu'il est difficile d'imaginer une approche commune de tous les problèmes. Il peut y avoir une approche commune de certains problèmes, mais il ne peut pas y avoir une approche commune de tous les problèmes. Et plus on va aller vers des problèmes de nature purement politique, et plus le consensus va être difficile à trouver. Pour ne prendre qu'un exemple, le mouvement islamiste existe en Algérie. Ce n'est pas une vue de l'esprit, et on peut même dire qu'il y a dans la société algérienne toutes les palettes du mouvement islamiste. Il y a eu quelques incidents, fort heureusement mineurs, entre des militants islamistes, je dirais extrémistes, et des manifestants. Pour le moment, ce sont des incidents tout à fait mineurs qui ont pu être maîtrisés par les manifestants, par les citoyens eux-mêmes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vision qui est développée par des militants qui ont un projet, qui veulent imposer une certaine vision de la société. Et donc, je crois qu'il est difficile, au moment où nous parlons, de répondre à votre question. Hein. On est dans une phase, disons, encore transitoire, où les enjeux politiques ne sont pas explicités. Pour le moment, on est dans un unanimisme, je dirais, de bon aloi. Est-ce que ça peut durer? Moi, je ne crois pas. Et fatalement, au bout d'un certain temps, il faudra expliciter des enjeux politiques et dire, moi, je veux ceci, toi, tu veux cela, comment on peut s'entendre, etc., etc. Voilà. Oui, je voulais ajouter par rapport à ça qu'en fait, les clivages, ils font d'autant plus peur qu'on n'est pas dans un état de droit. Et la démocratie, c'est aussi ça, c'est un état de droit. Et si je faisais un petit peu de la provocation, un état de droit un peu solide, consolidé, ça devrait pouvoir survivre à des électeurs qui votent mal. Et parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Et en fait, certaines expressions politiques en Algérie font d'autant plus peur qu'on n'a pas d'état de droit pour faire que ces expressions politiques, elles puissent être encadrées par pas de discours à la haine, pas de violence, pas tout ça. Et puis, et ça, je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes et de lois qui font qu'en fait, on n'est pas dans un état de droit. On est sur, au-delà même de lois scélérates, en plus, dans l'Algérie, on est sur un système où il peut y avoir des choses qui sont écrites dans la loi et d'autres choses qui sont appliquées. On peut juger des gens au titre à des lois qui, de toute évidence, si on s'y appliquait, on se dirait elles ne sont pas applicables dans ce cas-là, etc. Et donc, l'un des enjeux de l'expression en fait, politique de la dissension, c'est qu'elle soit encadrée par un système, en fait, tout simplement, qu'elle soit faite dans un état de droit. Je vais essayer d'aller un peu plus loin sur cette question en revenant aux fondamentaux. Je pense qu'on ne peut pas aller vers une représentation, c'est-à-dire personnelle, c'est-à-dire celui-là va représenter, tant qu'on n'a pas dépassé le stade de la révolution. Or, on est en révolution. On est dans une révolution continue depuis février, et vendredi prochain, on sera dans le 17e vendredi de la révolution. Or, il faut revenir aux fondamentaux de cette révolution. Cette révolution s'est faite sur deux choses. Deux conditions. Que Bouteflika dégage et que le système dégage. On a eu une première mi-temps. C'est-à-dire que Bouteflika a renoncé, il n'est plus président. Mais il reste l'autre phase, l'autre demande de la révolution, c'est que le système dégage. Or, on se rend compte que ce système n'a pas dégagé, ou du moins du point de vue de la rue. Ce qui explique que chaque vendredi, chaque mardi, mais chaque vendredi, les Algériens sortent
par million. C'est exactement la même ampleur 22 février ou 1er mars. 1er mars, c'est la même ampleur que vendredi dernier et ça va être la même ampleur que vendredi prochain. Pourquoi les gens sortent dans la rue? Parce qu'ils ne sont pas convaincus par ce qu'on leur a concédé. On a concédé le départ de Bouteflika, c'est bien, mais on demande le départ, les gens demandent le départ du système. Et ce système, pour eux, il est personnifié par deux personnes. Le président par intérim, Ben Salah, et le Premier ministre, enfin le gouvernement Bedoui. Tant que ces deux conditions ne sont pas satisfaites, les gens vont continuer à sortir dans la rue. Donc il faudrait un jour trouver un compromis. Et je pense que si quand on négocie, il faut toujours quelqu'un cède quelque chose. Si le pouvoir décide de dire OK, vous ne voulez pas de ce gouvernement, OK, le gouvernement dégage. Mais le président par intérim peut rester, de toute façon, il ne gêne personne presque. À ce moment-là, la tension peut descendre. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un mouvement révolutionnaire vers maintenant le stade de la réflexion, du débat, etc. Mais je pense que tant que une des conditions, c'est-à-dire le départ du gouvernement Bedoui, n'est pas satisfaite, on va continuer dans le mouvement révolutionnaire. Et tant qu'on est dans le mouvement révolutionnaire, on n'aura pas de personnes ou de délégués qui vont dégager, qui vont être acceptés par la population. Voilà. Mais tu as maintenant... Mais maintenant, tu as des gens qui réclament le départ de Gaïd Salah aussi. Ça, c'est une autre... Oui, c'est quand même... Oui, c'est très important. Mais peut-être que si chacun fait des concessions de part et d'autre, peut-être qu'on va essayer, on va aller vers une espèce que la tension redescende, qu'il y ait qu'on passe du stade de la contestation vers le stade de la réflexion, vers le stade de la concertation, du dialogue. Aujourd'hui, personne ne dialogue avec personne. Vous avez... Mais si, les gens dialoguent entre eux. Oui, mais aujourd'hui, ce que j'avais écrit, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, vous avez la situation en Algérie donne l'impression d'avoir deux lignes parallèles. C'est-à-dire que l'agenda du pouvoir algérien et l'agenda de la rue sont deux lignes parallèles qui ne peuvent pas, bien sûr, les deux lignes ne peuvent pas se rejoindre. Donc forcément, il faudrait qu'il y ait concession de part et d'autre pour qu'on puisse pouvoir amorcer le dialogue. Pardon, excusez-moi. Madame Avantel. Moi, je dirais qu'il y a peut-être même une troisième ligne, parce que les gens qui travaillent actuellement, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs? À un moment, j'ai vécu la révolution en Égypte, à un moment, ils sont remis en cause aussi. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur l'éducation civique pour donner une conscience politique, que les gens comprennent à quoi ça sert un représentant, le rôle des femmes, etc. Et une autre question complètement différente, c'est un grand pays, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour du pays. Et j'imagine qu'il y a des intérêts extérieurs pour que ça ne marche pas comme en Tunisie. Donc, quelle est la situation des influences extérieures? D'accord. Je crois qu'en ce qui concerne votre première question, il y a une activité assez intense. Il y a une ébullition. Le mot de révolution a été prononcé. On est dans une situation révolutionnaire. Par exemple, les étudiants sont en réunion permanente sur le site de leurs établissements. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des associations. Je sais que pendant le Ramadan, il y a eu au niveau des quartiers des soirées au cours desquelles
les gens ont discuté des problèmes du mouvement. Donc c'est pour dire que ce n'est probablement pas aussi profond qu'on l'aurait souhaité, mais là on paye, comme ça a été dit, des années de gestion autoritaire qui ont brimé les organisations, les ONG, disons. Et donc ce n'est pas aussi profond qu'on l'aurait souhaité, mais le mouvement existe. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une prise de conscience, il y a des débats. Et d'ailleurs, on a des indices concrets. C'est toute la production artistique ou para-artistique qui éclate dans les manifestations. Donc vous avez des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre relativement construits, il y a des banderoles élaborées. Donc je crois qu'il y a un véritable mouvement révolutionnaire et il y a cette expression. Tout à l'heure, des collègues ont parlé de gens qui disent Abba Gaïd Salah, Abba le chef d'état-major, mais il y a maintenant des discussions ouvertes sur un état civil ou un état militaire. Donc vous voyez, ce sont des débats très, 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 très profonds. Sur l'influence extérieure, peut-être. Oui, et juste, en fait, la socialisation politique, elle se fait aussi par l'agir, en fait. Et déjà très jeune, là, dans les rues, on voyait il y a des collégiens, en fait, qui sortent entre collégiens, etc. Et tout ça, et tout le monde parle politique, là. En Algérie, tout le monde. Et donc ça, c'est de l'ordre de la socialisation politique. On apprend, pas en s'asseyant dans une salle et on entend parler mais on apprend en faisant aussi, en débattant, etc. Pour ce qui est de la question de l'étranger, c'est vrai que l'Algérie aujourd'hui, en tout cas, n'est pas dans une situation comme celle du Soudan, par exemple, où il y a autant de facteurs étrangers qui entrent en jeu et de liens extérieurs qui sont faits. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas exister, mais en tout cas, il y a une conscience très forte et une méfiance très forte de cette ingérence. On le voit d'ailleurs, les slogans, quand ils ne concernent pas la politique algérienne et le système dégagé tous, ils concernent l'ingérence étrangère. Ils concernent, à chaque fois qu'il y a eu une prise de parole d'un gouvernement étranger, on a dit laissez-nous entre nous, c'est une histoire algérienne. Et ne vous mêlez pas, ne soutenez pas, ne faites rien, c'est une histoire qui va se régler. Donc il y a une conscience assez forte en fait, du mouvement lui-même que cette question de facteurs étrangers peut intervenir. Il va de soi que, si on rebondit sur votre deuxième question, il va de soi que, sans tomber dans le complotisme primaire, que, à mon avis, beaucoup de capital régional, occidental, aurait préféré la solution d'un 5e mandat et d'une stabilité entre guillemets de l'Algérie pour que le business puisse continuer à se faire, puis les choses restent en l'état. Mais ils n'arrivent pas les Algériens ont décidé de perturber un peu ce schéma qui s'est déroulé pendant 20 ans, où l'Algérie a jamais autant importé de sa vie que ces 20 dernières années, est devenu un pays qui importé de tout et de rien, qui s'est avéré incapable de mettre en place une industrie, etc. Donc il y a des enjeux économiques assez importants. Bon, mais il faut quand même suivre le mouvement. Donc on a effectivement si on devait parler du Nord, on a une espèce d'attentisme aujourd'hui, de silence, parce qu'effectivement, dès lors qu'il y a une capitale qui parle, la réaction populaire peut être très dure, notamment à l'égard de la France. Il y a certains scénarios que la France a semblé vouloir privilégier trop vite. Je pense notamment à l'histoire du 4e mandat prolongé, où à peine cette solution a été ébauchée, qu'on a eu un propos officiel français disant que c'était une bonne solution. Donc aujourd'hui, on en est revenu, il y a un silence, on suit la solution. Il y a une inquiétude des pays riverains, bien entendu, pour différentes raisons. Le Maroc est toujours attentif à ce qui se passe en Algérie, parce que la situation algérienne peut avoir aussi un impact sur la société marocaine, sur les mouvements sociaux marocains. Je rappelle qu'il y a un mouvement de contestation dans le Rif, mais il y a aussi la renaissance depuis quelques jours d'un mouvement important au Maroc, qui est celui des diplômés chômeurs. Donc ce n'est pas rien dans le Maroc d'aujourd'hui. La Tunisie aussi est directement concernée, parce que l'Algérie est un pays
qui a à la fois une vocation économique à destination de la Tunisie. Je parle des touristes algériens, du 1,5 million de touristes algériens qui, d'une certaine manière, a contribué à sauver l'activité touristique. Il y a aussi le rôle de l'armée algérienne, dans la lutte antiterroriste contre les maquis, mais il y a aussi la diplomatie algérienne qui a joué un très grand rôle. Ça, c'est une des choses qu'on connaît le moins sur le fait d'essayer de maintenir la Tunisie à l'abri des ingérences de certains pays arabes qui ont essayé de faire de la Tunisie aussi leur champ d'affrontement. Je pense notamment à certains pays du Golfe. Et on voit bien aussi qu'aujourd'hui, l'Algérie est tout de même un pays qui est dans une dynamique qui ne ravit certainement pas certaines monarchies du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il y a des accusations qui sont, et ça n'échappe pas à la population, il y a des accusations qui sont portées par les cortèges et qui mettent en avant le fait qu'on a ce qu'on pourrait appeler une tendance contre-révolutionnaire qui vient de l'Est. Le cas précis de la contre-offensive du maréchal Haftar, qui est soutenue par l'Égypte, les Émirats et l'Arabie saoudite, à un moment où on pensait que la paix était pratiquement atteinte, en tout cas qu'il allait y avoir quelque chose en Libye. Bon, la lecture que font beaucoup d'Algériens, c'est que c'est peut-être une histoire libyo-libyenne, mais c'est aussi quelque chose qui va peser sur, je dirais, la conjoncture régionale. Donc ça, tout ce qui se passe en Algérie aujourd'hui va très certainement peser dans la reconfiguration des forces en présence dans le bassin méditerranéen. Mais je pense que moi, je n'ai jamais cru au complot extérieur, etc., parce qu'il n'existe pas, et parce que c'est vraiment du mépris pour les Algériens, comme si ils ne sont pas capables de faire une révolution eux-mêmes. Voilà. Mais je pense que ce qui s'est passé avec l'épisode Macron est très très important. Et depuis cet épisode, les capitales étrangères, notamment occidentales, sont extrêmement prudentes quand il s'agit de commenter ce qui se passe en Algérie. Au mois de mars, le président Macron a fait une déclaration qui a été interprétée comme un soutien au président Bouteflika qui était encore en poste à l'époque. Et cela n'a pas tardé. 2 ou 3 jours après, il y a eu des manifestations vendredi. Le président français a été pris pour cible par des milliers de manifestants. Peut-être pas par des millions, mais par des milliers de manifestants qui ont clairement signifié que la France n'a pas à s'ingérer dans les affaires de l'Algérie et que le président Macron n'a pas à faire de commentaires sur ce qui se passe en Algérie et que, comme l'a dit, c'est que ce qui se passe en Algérie, c'est une affaire d'Algériens. Et donc je pense que cette réaction de la part des Algériens vis-à-vis de la position de la France sur ce qui s'est passé, ce qui se passe en Algérie, donne à réfléchir aux partenaires de l'Algérie qui sont extrêmement prudents dans la manière de commenter l'actualité en Algérie. Cela ne va pas dire qu'ils n'essayent pas de s'informer sur ce qui se passe en Algérie ou d'essayer d'agir sur ce qui se passe en Algérie. Ils sont très attentifs, mais très très prudents. Merci beaucoup à tous. J'essaie de réfléchir aux mécanismes qui puissent faire le pont entre ces 2 rails. Et parce que je crois que même si, comme vous dites, ils sont toujours dans la révolution, mais pour que le Hirak commence à formuler des demandes politiques et un discours politique, avec qui est-ce qu'ils vont négocier? L'appel au dialogue de Salah est complètement ridicule. Quel serait le prochain pas? C'est-à-dire, si Raïd Salah refuse de démissionner ou il n'y a personne, qui va être là pour recevoir le discours? Merci. Tu veux répondre?
Farid l'a dit très bien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a grosso modo deux substances, deux blocs. Il y a le mouvement populaire avec ceux qui essayent de l'encadrer, ceux qui essayent de parler en son nom, ceux qui essayent de s'organiser pour parler en son nom. Et puis on a le détenteur du pouvoir réel, qui est l'état-major, l'armée, le Gaïd Salah, qui est de fait aujourd'hui l'homme fort du pays. Et puis il y a la vitrine habituelle du pouvoir algérien, ça a toujours existé, c'est-à-dire en Algérie on a toujours été très sensible et très attaché à l'idée que les formes soient respectées. On a toujours eu des mécanismes, régime autoritaire, mais avec les formes, c'est-à-dire il faut un président, il faut... L'un des nœuds du problème aujourd'hui, l'un des problèmes fondamentaux, c'est que tout en ayant impliqué l'armée dans le champ politique, Ahmed Gaïd Salah refuse d'être l'interlocuteur de la contestation. Parce qu'il considère, et il y a de la rationalité dans cet argument, même s'il ne le fait pas totalement, c'est qu'il considère qu'il n'a pas impliqué l'armée dans une négociation politique. Chose que ses pairs, PAIRS, pourraient lui reprocher, parce qu'il est peut-être le chef d'état-major, mais il doit compter aussi avec ce que lui disent les quelques 50 généraux influents et un certain nombre de colonels tout aussi influents. Donc la question est là. Et alors, effectivement, il a des atouts pour faire baisser la tension. Il peut demain décider effectivement d'encourager le Premier ministre Bedoui à prendre une retraite bien méritée, à ce que le président par intérim s'efface, sachant que malheureusement pour lui sa santé est aussi très précaire. Et donc un changement de gouvernement pourrait constituer une espèce d'atout posé sur la table, mais rien ne dit, parce que plus le temps passe et plus les revendications se radicalisent. Et on pourrait résumer aussi d'ailleurs les derniers mois comme étant à chaque fois que le pouvoir algérien a fait des concessions, c'était trop tard. C'est-à-dire qu'il les aurait faites plus tôt, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Hirak. On n'aurait pas eu de cinquième mandat, c'est-à-dire dès le 22 février, le 1er mars, on aurait dit à Bouteflika, bon maintenant ça suffit. Peut-être que le mouvement se serait arrêté de lui-même, ce qui n'est pas le cas. Donc là, encore une fois, on est dans ces concessions qui arrivent trop tardivement. Est-ce qu'on a intérêt à ce qu'il y ait des négociations entre l'armée et le Hirak? Peut-être, mais à condition, et là on retombe au squat point zéro, qui va parler au nom du mouvement. Il y a eu des tentatives de personnalités politiques plus ou moins respectées. Je pense à Taleb Ibrahimi, à l'ancien général à la retraite Ben Yelles, etc., d'essayer d'occuper ce poste-là, cet espace-là, qui ne l'aurait peut-être pas été contesté totalement par la population, mais il y a eu une fin de non-recevoir. Et on est dans le danger, pour terminer, le danger, c'est que ce soit les circonstances qui obligent, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'inattendu, des circonstances bonnes ou mauvaises, qui obligent, un dérapage par exemple, qui oblige justement l'armée à reconsidérer sa position et à ouvrir un vrai dialogue avec les manifestants. J'aimerais ajouter un point qui me paraît important, c'est que quand on parle de l'armée, l'armée n'a pas une position neutre. De mon point de vue, l'armée défend sa position dans le système politique. C'est-à-dire, l'armée, depuis 1962, comme je l'ai dit, a toujours été présente comme détenteur en dernière instance du pouvoir politique. Et l'armée a un certain nombre d'avantages, qui sont des avantages économiques, symboliques, et elle y est très attachée. Donc, je crois que la position de l'armée ne peut pas être analysée comme une position neutre, au-dessus, en quelque sorte, des différentes parties prenantes au mouvement. L'armée défend aussi des positions afin de maintenir son statut
disons, privilégié, pour ne pas dire plus, enfin de maintenir donc ce statut dans le système qui émergera. Parce qu'il est clair que l'armée n'acceptera certainement pas que soient entièrement remis en cause les privilèges dont elle bénéficie. Et d'ailleurs, il y a maintenant un élément nouveau, à mon avis, dans le débat, c'est qu'il y a eu beaucoup de prises de position d'acteurs politiques de la société civile exprimant clairement une position de défiance à l'égard de l'armée, en disant, par exemple, il y a un slogan qui est avancé maintenant dans les manifestations qui dit « civil et pas militaire ». Madaniya ou la askariya. Donc, vous voyez, ça complique, à mon avis, l'équation, parce que l'armée se présente en tant que, disons, grand sage qui veut maintenir la cohésion globale, mais en réalité, elle a aussi ses propres intérêts. Je pense que on personnifie un peu trop l'armée, la personne de Gaïd Salah, mais je pense qu'on manque aussi de recul par rapport à la position de l'armée. L'institution militaire a démontré qu'elle est capable de changer de politique, qu'elle est capable de changer de position. Au début février, l'armée ou le chef d'état-major de l'armée était un fidèle parmi les fidèles du chef de l'État. Il disait « Je suis avec le Moudjahid, le Mbakizar, Bouteflika jusqu'à la mort ». Avant la candidature de Bouteflika, le chef d'état-major de l'armée, donc l'armée, était contre le report des élections, qui était la thèse ou l'option privilégiée par la famille de Bouteflika. Donc, début février, l'armée était alignée sur un soutien total au chef de l'État. Sauf que, graduellement, elle a donné la preuve qu'elle pouvait changer de position. D'un soutien total au chef de l'État, donc au 5e mandat, on a fait presque un virage à 180 degrés. La preuve, c'est que c'est le chef d'état-major de l'armée qui a dit le 26 mars qu'il faut appliquer l'article 102 de la Constitution. Alors que c'est le même chef d'état-major qui avait refusé en 2013, quand Bouteflika a fait son AVC, qu'on applique l'article 102 de la Constitution. L'article 102 qui stipule que le président peut être destitué pour raison de maladie ou voilà. Donc, l'armée peut infléchir sa position. Elle peut changer de braquet. Et non seulement elle a lâché le président, mais c'est l'armée, il ne faut pas se leurrer, les procès aujourd'hui, les procès qui visent, les enquêtes qui visent le cercle présidentiel, les hommes d'affaires, les hommes, les ministres, les premiers ministres, la clique qu'on appelle la clique de Bouteflika, si le chef d'état-major de l'armée, si l'armée n'a pas donné instruction pour que ces gens-là, pour que ces enquêtes soient ouvertes, ces gens-là ne seront jamais en prison ni inquiétés. Ils ont tellement de pouvoir. Donc, si vous voulez, l'armée est capable de changer de position. Si Gaïd Salah ou l'institution militaire peut être amenée demain à faire des concessions. Mais encore une fois, pour revenir, nous avons deux agendas qui sont conciliables. Donc il faudrait que peut-être que le mouvement se contente de quelque chose, c'est-à-dire le gouvernement parte et que c'est une concession. Ok, le gouvernement va partir, mais le président reste. Si le pouvoir fait cette concession et que le mouvement accepte cette concession, on pourrait aller vers un début de dialogue. Mais
Mais tant que cette concession n'est pas faite, on va rester dans l'impasse. Mais je rappelle juste, encore une fois, que l'armée est capable. Elle a fait montre qu'elle peut changer complètement de position. Moi, je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec la manière de cadrer, en tout cas avec le choix de mots. S'il y a eu revirement de position, c'est parce que la situation n'était pas tenable et parce qu'il y a eu une pression massive dans la rue. C'est pas de rien. Et donc, si on a obtenu des concessions, c'est au prix d'une lutte qui a regroupé énormément de personnes et parce qu'il y avait un espace où on ne voulait pas concéder, parce qu'on n'a pas concédé qu'un 4e mandat prolongé c'était suffisant, parce qu'on n'a pas concédé que juste Bouteflika c'était suffisant. Donc on peut se dire, il faut faire des concessions, mais on peut se dire aussi, tant qu'on n'a pas acquis que ça ne soit pas des réformes de façade, on ne fait pas encore de concessions. Parce que, en réalité, et ça on le sait tous, les régimes politiques ils sont résilients, les acteurs aussi, et ça on le voit à toutes les transitions qui se sont faites. Et donc, dire finalement c'est une négociation où les acteurs doivent se retrouver à mi-chemin, c'est peut-être un peu simplifier les termes du débat, puisque le mi-chemin, est-ce qu'il existe réellement quand on parle de est-ce que c'est une démocratie ou pas? Est-ce qu'il y a une transparence dans la manière dont la vie politique est gérée ou pas? Est-ce que les acteurs politiques sont choisis ou pas? Et donc, je comprends que le fait que le mouvement se prolonge et ce mot d'impasse, il peut aussi, il peut y avoir, il y a une voie dont on n'a pas parlé, comme si ça pouvait pas exister en fait. Au-delà de toutes ces questions-là, il peut y avoir un essoufflement aussi, parce qu'en fait, les gens sont là le vendredi, mais jusqu'à combien de vendredis vont être là? Les mouvements étudiants là, pour les mouvements étudiants que moi je suis peut-être un petit peu plus, on voit bien qu'il y a une grande frustration par rapport au semestre universitaire. Faire des études, ça coûte cher. Aller à la capitale, ça coûte cher. Et donc là, au moment de la validation des examens, on ressent aussi, ça a un coût de se mobiliser. Ça a un coût pour les gens de se mobiliser. C'est pas que de la joie et de la concession. Donc, il peut y avoir un essoufflement du mouvement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt qu'on accepte finalement qu'on ait entamé quelque chose. Bien que je sois d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur, dans tous les cas, il y aura quelque chose qui sera passé. C'est le fait qu'on se soit emparé l'espace public et la modalité d'expression du mécontentement et qu'il y ait eu une confiance en soi en tant que citoyen. Parce qu'exprimer des choses politiques, c'est être citoyen qui se soit exercé. Mais dire finalement les choses... on voit bien d'ailleurs, au-delà de l'armée et du changement de vocabulaire et du fait d'embrasser l'agenda du mouvement, il y a plein d'autres acteurs politiques qui l'ont fait. Le FLN a dit « Ah nous on soutient le mouvement », les syndicats publics « Ah nous aussi on soutient le mouvement ». Qui c'est qui soutient pas le mouvement aujourd'hui? Qui c'est qui dit pas « La Essaba, ils doivent partir ». Donc bon, la question du mi-chemin, c'est une question ambiguë, quoi. Bonsoir, ma question sera dirigée pour vous. Vous avez parlé des attentes du peuple algérien. On a évoqué une transition démocratique. Ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le pays a les moyens, la compétence suffisante et le personnel politique pour justement mettre en place ces nouvelles institutions et répondre aux attentes du peuple? C'est une question difficile, mais ma réponse est oui. Oui, là, je veux dire, c'est un pays de plus de 40 millions d'habitants qui a un capital humain réel, qui a à tous les niveaux. Si ce pays continue à fonctionner, c'est aussi parce que c'est un pays de gens, de commis d'État qui ont tenu les manettes malgré tout, malgré la désagrégation qui les entoure. Il y a une richesse intellectuelle réelle, il suffit de regarder les débats actuels, il suffit de tendre l'oreille, de se rendre compte que les propositions sont là. Il y a des propositions qui dorment dans des tiroirs. Beaucoup de gens ont travaillé sur plein de sujets pour essayer de trouver des solutions, que ce soit sur les questions environnementales, sur les questions économiques, sur les questions sociales. On peut être ou ne pas être d'accord avec elle, parce que là, pour le coup, on tombe aussi dans la classification politique. Il y a des mesures d'ordre libéral, d'autres qui le sont moins. En tous les cas, même si ce système a empêché les Algériens de s'organiser et d'agir collectivement, ça n'a pas empêché des productions et des choses d'être réalisées, d'être faites, écrites, pensées pendant ces 20 dernières années. Il s'agit maintenant d'avoir un cadre pour que ça puisse s'exprimer.
les partis politiques eux-mêmes sont dans une crise, parce que tous ces partis qui aujourd'hui essayent de se positionner soit par rapport au Hirak ont tous, pratiquement tous traversé des crises structurelles profondes. Prenez le FFS, ils ont eu leur crise, le RCD, ils ont eu leur crise. Donc eux aussi vont être amenés, à mon avis, à essayer de se renouveler, parce que sinon ils vont être dépassés par ces nouvelles organisations qui apparaissent, par ces gens qui sont en train de se regrouper, par la jeunesse qui va peut-être à un moment donné considérer que, ma foi, très bien, tous ces partis relèvent de la première période de l'Algérie et que maintenant il est temps de passer à autre chose. On est dans une phase de composition, d'ouverture, d'organisation, de réflexion. C'est pour cela, encore une fois, que j'insiste sur le caractère urgent d'éliminer en priorité, avant même de réfléchir à ce qu'on va faire en termes de choix institutionnels et politiques, d'éliminer toutes ces entraves légales et ça passe aussi, bien entendu, par une réforme profonde de l'appareil judiciaire qui montre encore aujourd'hui à quel point il est aux ordres. Parce que, comme le disait Farid, du jour au lendemain, voilà qu'on se réveille et que des premiers ministres sont jetés en prison, que des hommes d'affaires qui hier affirmaient devant des journalistes que l'Algérie entière leur mangeait dans la main, aujourd'hui dorment en prison. Bon, ça n'a pas pu se faire sans que ces gens-là reçoivent l'ordre de le faire. C'est pas... Après, monsieur, après bon. Alors, on va prendre le monsieur ensuite, monsieur, et monsieur après mademoiselle. Non, vous avez déjà pris la parole. Oui, moi j'aurais une remarque et puis une question. La remarque, c'est sur le déclenchement de la Révolution en février. C'est la parfaite illustration de la thèse de Spinoza qui, il y a déjà 300 ans, disait « La Révolution arrive quand arrive le tout mais pas ça ». Et c'était ça le 5e mandat. Sauf que c'est imprévisible en général, quand est-ce qu'il arrive le tout mais pas ça. Ma question, c'est sur l'armée. On a l'impression que c'est un bloc compact, obscur, homogène, représenté par Gaïd Salah. Mais il n'y a vraiment pas de fêlure à l'intérieur de l'armée. Enfin, j'en sais rien, je demande la question. Il n'y a pas de fêlure aussi horizontale entre des sous-officiers qui ne sont pas trop touchés par les privilèges et la corruption, et puis la troupe et un état-major. Il ne peut pas se passer des choses à ce niveau-là? L'armée a connu aussi sa révolution. L'institution militaire qui était en place à l'arrivée de Bouteflika en 1999 n'est plus du tout l'institution militaire d'aujourd'hui. En 20 ans, le système... Enfin, l'armée a totalement changé. D'abord, à l'époque, quand Bouteflika est arrivé au pouvoir, c'était une armée qui était où il y avait un système de décision collégiale. D'ailleurs, la désignation de Bouteflika comme candidat en 1999 a été une décision collégiale, discutée et négociée entre 5 ou 6 généraux. Vous avez 5 ou 6 généraux qui formellement se rencontrent dans une villa autour d'un whisky, ils discutent, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis on décide. Voilà, c'est comme ça que les choses se décidaient. Vous avez 4-5 généraux influents qui se concertent parce qu'ils se connaissent depuis l'indépendance, bien avant l'indépendance, et qui ont eu à prendre des décisions, et ils se concertent, ils décident. Et ce système a prévalu, a commencé à éclater en 2004, quand Bouteflika s'est présenté pour un 2e mandat. Ensuite, graduellement, le chef de l'État a éliminé certains généraux influents, d'autres sont partis à la retraite, d'autres sont morts, et donc l'armée telle qu'elle était, telle qu'elle fonctionnait en 1999, pas du tout la même armée. Aujourd'hui, elle a un patron, c'est Gaïd Salah.
Alors qu'à l'époque, il y avait 5 ou 6. Et puis, il y a le renouvellement générationnel. Il y a de nouvelles générations d'officiers supérieurs qui ont fait des études, qui n'ont pas fait les écoles du KGB, qui n'ont pas fait la guerre de libération, qui ont fait des études. Il y a une nouvelle génération d'officiers intègres, propres. Mais il y a la figure tutélaire de Gaïd Salah. Mais Gaïd Salah ne décide pas seul. C'est vrai qu'il a une figure imposante. Il a un caractère. C'est quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui est bourru, ses amis l'appellent kamikaze. C'est quelqu'un qui il dit « moi, je n'ai pas la marche arrière ». C'est quelqu'un qui fonce. C'est une figure tutélaire qui est difficilement contestée. Mais il sait composer. La preuve, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, en février, il disait 5e mandat. Sauf qu'au sein de l'armée, il y a des commandements militaires, d'autres généraux qui réfléchissent, qui discutent et qui l'ont amené petit à petit à changer de position. Donc, cette armée, au risque de me répéter, elle a totalement changé de visage. Bouteflika, en fait, c'est le paradoxe. Bouteflika a été amené par les militaires en 1999. Il a remis le pouvoir aux militaires. C'est une armée, on pourrait passer la soirée à parler d'elle. Ce qui est certain, c'est que, encore une fois, tout comme le système politique, c'est une institution très légaliste. Pour ceux qui sont passés par ceux qui ont porté l'uniforme, ceux qui ont fait leur service militaire vous le diront très bien, c'est une armée de procédure. C'est une armée de demande écrite, c'est une demande de... Rien ne se fait à l'encontre du commandement. Donc ce n'est pas, vous n'avez pas, comme dans d'autres pays arabes par exemple, l'organisation voulue et délibérée de la concurrence, de la mise en concurrence entre différents corps d'armée. En gros, on opposerait l'infanterie à la marine, ou on ferait de l'aviation le pilier du régime pour qu'il surveille telle ou telle autre unité. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas organisé ainsi. Maintenant, ce n'est pas non plus une armée coupée des réalités, et c'est un avantage, parce que ce qui se joue aujourd'hui, certes, il est difficile de réprimer un mouvement pacifique, mais le mouvement était aussi pacifique au Soudan et ça n'a pas empêché l'armée soudanaise d'ouvrir le feu. Il se trouve aujourd'hui que, visiblement, dans l'armée algérienne, et c'est un avantage pour la population, pour le moment, le sentiment dominant, c'est on ne va pas refaire le sale boulot. On ne va pas revivre les années 90 ou les émeutes d'octobre 88. Et donc ça, c'est un consensus dont Gaïd Salah est obligé de tenir compte. Ça, c'est évident. Et les manifestants ne lui facilitent pas la tâche parce que, comme tu le disais tout à l'heure, au début, il était non seulement pour le 5e mandat, mais il s'est tout de même avéré très menaçant à l'égard de la population, dans certains discours, les manifestants. Bon, pour le moment, il y a cette équation qui joue son rôle, elle est assez importante à avoir en tête. Il n'empêche que parmi les grandes questions qui devront être débattues demain, et ça Nadji l'a très bien dit, eh bien, il va falloir discuter du rôle de l'armée dans le pays. Et que l'idée que l'armée continue à occuper la même position qu'elle a occupée par le passé, eh bien, cette idée-là, il va bien falloir la discuter, la remettre en cause, parce que c'est comme ça qu'un pays évolue. On n'est plus dans les années 60, on n'est plus dans les années 70, on n'est plus dans les années 80. Et, chose étonnante, encore une fois, ce n'est pas un débat d'intellectuels, c'est aussi un débat de la population. Lorsque les gens disent qu'ils veulent un État civil et non pas un État militaire, parce qu'ils se sont abreuvés à diverses sources, ils en ont discuté, c'est une mutation assez importante dans la mentalité des Algériens.
Oui, et en fait, c'est ni un acteur complètement, c'est ni un acteur quoi. Il faut pas réifier. Hein. C'est une armée qui est plurielle, c'est une armée de conscription. Donc l'armée, c'est aussi beaucoup de soldats, des gens qui font leur service militaire. Beaucoup d'Algériens sont passés par l'armée. C'est un acteur ni complètement vertueux ni complètement vicieux. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et je trouve que c'est un rapport qu'on peut pas non plus analyser comme ça de façon unilatérale, parce que même la population a un rapport ambigu à son armée. C'est la même population qui scande Sha'ab al-Jaysh Khawa Khawa et qui dit je ne veux pas un pouvoir militaire. Et c'est dans cette subtilité du rapport à une armée qui a un rôle à jouer, et notamment un rôle à jouer en ne réprimant pas. C'est un rôle fondamental qu'elle joue en ne réprimant pas. On est bien d'accord, c'est pas n'importe quel rôle, c'est un rôle primordial pour que le mouvement puisse continuer à être ce qu'il est aujourd'hui. Mais oui, et donc c'est quelque chose. Mais on voit bien que on a l'impression que c'est le même mouvement exactement depuis le 22 février, mais que tout comme les acteurs politiques évoluent, les revendications évoluent, et ce qu'elle cible de plus en plus, l'état-major plus spécifiquement, Gaët Salah plus spécifiquement, et la question d'un pouvoir civil, puisque dans l'échange ou de dialogue parallèle qu'il y a eu lieu, le discours politique est tenu par le chef d'état-major, en l'occurrence les mardis la plupart du temps, comme un rite en fait. Le vendredi on répond, etc. etc. Oui, ouais. Oui, derrière le... Il y a le monsieur derrière le pilier. Après, je vous donne... Non, mais il est là depuis tout à l'heure. Ensuite, à vous, après, je vous donnerai la parole. Merci beaucoup. Je voudrais apporter quelques éléments de réflexion personnelle dans ce grand débat-là sur la présidentielle en Algérie. Moi, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, la société algérienne, et quand je dis société algérienne, y compris l'armée, parce que nous avons une armée populaire. Il y a la haute hiérarchie militaire, certes, qui a peut-être de grands privilèges, comme l'a bien souligné Naji, et elle avait un pouvoir, le pouvoir de nommer discrètement le président de la République. Et donc, le dilemme, c'est que, comme vous l'avez bien souligné, ces deux droites parallèles qui ne se rencontreront jamais s'il n'y a pas de concession de part et d'autre. Alors, comment, justement, il puisse y avoir des concessions de la part du peuple, du Hirak, et de l'institution militaire? Parce que si on considère justement l'institution militaire, la haute hiérarchie, elle a beaucoup de privilèges, elle a toujours eu un pouvoir politique discrètement. Donc depuis 1962, c'est elle qui a nommé tous les présidents algériens. Tous les présidents algériens avec l'aval de l'armée. Alors comment voulez-vous que maintenant l'armée, du moins la haute hiérarchie militaire, parce que le menu soldat, le pauvre, lui, il est trop surveillé d'abord par sa propre armée, et il ne fait qu'obéir. Donc la décision n'est pas à lui. Comment voulez-vous qu'elle va concéder, justement, pour qu'il y ait des concessions? Moi, je pense que c'est un peu très, très, très délicat et très difficile. Très difficile pour la simple raison qu'il y a trop d'intérêts en jeu, d'une part. Et deuxièmement, ce qui fait peur, c'est de demander des comptes par la suite, y compris pour le chef d'état-major, qui est impliqué dans beaucoup d'affaires. Je citerai un seul exemple. L'ancien général-chef de la police, vous voyez, il est passé devant les tribunaux. C'est un général-major. Alors, imaginons le reste. Donc, c'est ça la question fondamentale. Alors, c'est pour cela que le pouvoir souhaiterait une élection présidentielle rapidement, avec les gens du même système, alors que la révolte populaire souhaiterait une période de transition avec une commission qui pourrait justement commencer à travailler. Alors imaginons qu'un président passerait en force. Il sera justement aux mains du système. Donc il va permettre à ces gens-là
de régler leurs affaires pendant 5 ans. C'est le mandat. Et après, ils peuvent partir sans s'en rendre de compte. Et c'est ça, à mon avis, le drame actuel de l'Algérie. J'espère qu'on sortira de cela. Merci. Merci. Je vous demanderai d'être bref dans les questions parce qu'il y a encore des gens qui voudraient intervenir et le temps commence à être compté. Est-ce que vous pourriez donner le micro à la demoiselle parce qu'elle l'avait demandé depuis bon. Merci à vous. Je voulais vous demander si vous considérez que l'article 2 est dans les changements constitutionnels à venir potentiels, est une question importante, est une question plus importante que les autres et peut-être plus clivante que les autres. Et est-ce qu'elle doit se poser maintenant, cette question, ou pas? Oui, pardon, l'article 2 de l'islam en tant que religion officielle. Excusez-moi, vous pourriez répéter votre question? L'article 2 étant l'islam, religion d'État. Oui, voilà. Est-ce qu'il faut le remettre en cause? Donc, est-ce que vous pensez qu'à un niveau populaire, la question est plus importante, plus clivante que les autres au sein des changements constitutionnels? Et est-ce que la question doit se poser maintenant et est-ce qu'elle se pose réellement maintenant? À mon avis, il faut élargir je vais vous répondre en élargissant le propos. Bon, on ne veut pas voter pour une présidentielle. Il y a plusieurs choses. On peut peut-être voter pour un référendum pour une transition. On peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, être amené à se prononcer sur une assemblée constituante. En clair, on élit des gens qui vont écrire ou réécrire la Constitution comme l'ont fait nos voisins tunisiens. C'est une solution en théorie. Moi, j'ai toujours été partisan de cette théorie pendant très longtemps. Sauf que je regarde ce qui se passe un peu à droite et à gauche. D'une part, réécrire la Constitution, ça prend du temps. Ça vous fait perdre de vue le reste, c'est-à-dire ce dont je parlais tout à l'heure, l'abrogation des lois, qui continue à peser sur la société. Et puis, vous posez des problèmes qui fâchent. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que la question de la religion pose problème, mais il est évident que si demain on décide de réécrire la Constitution, de fonder la Deuxième République algérienne, eh bien, il va falloir qu'on s'exprime sur la question de l'identité, de la langue et du genre, l'égalité des droits. Et ça, ce sont des sujets très délicats pour ne pas dire autre chose. Alors, il faudra en passer par là à un moment ou à un autre, mais il faudra bien réfléchir à quel moment ce genre de questions vont devoir se poser. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, de grâce, mettons de côté l'option d'une assemblée constituante, parce que ce serait retomber dans les errements d'une manière ou d'une autre qu'on a connus dans les années 90, etc. Concentrons-nous sur autre chose, sur l'état de droit, sur les libertés fondamentales, sur le minimum de liberté démocratique, le SMIC démocratique. Qu'on assure au moins ça dans un pays où, comme tu l'as dit tout à l'heure, les lois sont interprétées de manière parfois fantaisiste, etc., etc. Mais le débat est ouvert sur cette question-là. Tu veux répondre? Je pense que cette question du statut de la religion est une question extrêmement sensible. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, il ne faut pas croire que dans la société algérienne, du jour au lendemain, tous les clivages politiques ont disparu. Donc, à commencer par le clivage islamiste. Donc, à mon avis, ce serait, dans les circonstances actuelles, moi je rejoins ce que vient de dire Akram,
ce serait l'occasion de débats enflammés et interminables qui risquent de marginaliser un certain nombre d'enjeux très importants. D'autant que, à mon avis, à l'heure actuelle, disons, ça ne pose pas beaucoup de problèmes pratiques. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes pratiques. C'est surtout des débats, disons, d'ordre plutôt philosophique, je ne sais pas, peut-être moral, peut-être politique. Mais je crois que ça poserait, à l'heure actuelle, un certain nombre de problèmes qui entraîneraient des difficultés insurmontables. C'est ma crainte. Hein. Nous allons prendre encore 2 questions. Après, on clôture le débat. Je vais commencer par demoiselle derrière. Ensuite, je termine avec vous. Hein? Bonsoir. En fait, alors, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui a vécu la révolution égyptienne. Donc j'étais au Caire notamment durant tous les événements, de la chute de Moubarak à la révolution donc des frères musulmans, où on retrouve un peu de loin le schéma qui s'est passé en Algérie donc dans les années 90, même si c'est un peu différent. Pardon, c'est un peu différent tout de même. Au jour d'aujourd'hui, en Algérie, si on vous parliez donc de l'armée et de l'importance de l'armée, même si le mouvement qui est dans les rues, le mouvement populaire existe et que je pense que le peuple algérien a vraiment une pensée politique et démocratique, est-ce qu'on ne peut pas croire, comme ça s'est passé en Égypte, où justement les Égyptiens ont cru à cette liberté, ont cru au fait qu'ils avaient réussi à faire tomber un président en pensant avoir le pouvoir, entre guillemets. Il y a eu des processus, donc, enfin, on a essayé de réécrire la Constitution, ça a été un échec, pour revenir à la question donc, de la religion qui était posée à l'instant. Les gens se sont perdus, et finalement, donc, même s'il y a eu des élections, les frères musulmans ont été élus au pouvoir, et finalement, l'armée a repris le pouvoir. Le coup d'État donc, de Sisi s'est passé, et les Égyptiens, aujourd'hui, en fait, se disent, nous, tout ce qu'on voulait, c'était une certaine stabilité, parce que les gens n'en pouvaient plus, finalement. Donc vous parliez d'essoufflement. Oui. Oui, pardon, la question. En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous pensez, donc, même si l'Égypte n'a rien à voir avec l'Algérie, j'entends bien, je veux juste savoir si est-ce qu'on peut croire aussi que, à la suite de ces mouvements, même s'ils continuent, est-ce que l'armée pourrait juste reprendre le pouvoir, même s'il y a une certaine... on est en train de nettoyer, entre guillemets, on ne peut pas... non, mais sous forme de coup d'État, c'est-à-dire s'imposer. On ne peut pas appliquer... On ne peut pas appliquer ou essayer d'analyser ce qui se passe en Algérie aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Égypte ou en Libye ou en Syrie ou même en Tunisie. Ce sont 2 systèmes politiques totalement différents. C'est une armée, l'armée égyptienne, l'histoire de l'armée égyptienne, le pouvoir égyptien est différent de celui de l'Algérie. Si l'armée est, si vous voulez, elle est détentrice du pouvoir aujourd'hui ou de certaines décisions en Algérie, je pense sincèrement qu'il y a peut-être eu une tentation de Gaïd Salah de prendre le pouvoir. Il pouvait le prendre. Et personne ne saurait opposer à lui. Il peut sortir les chars et se mettre en tri militaire et aller au palais d'El Mouradia et dire « je suis président ». Cette tentation, à quelque part, existait dans sa tête. Mais je ne pense pas que l'armée ait des velléités de prendre le pouvoir. Parce que le coup serait extrêmement lourd. Et la preuve, c'est que depuis le début de la Révolution, il y a une extrême vigilance à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais absolument aucun dérapage. Il y a eu... l'armée n'est pas intervenue. La police est intervenue. Il y a eu quelques manifestations, quelques répressions à Alger. Ça, c'est à la fin des manifestations. Moi, j'ai assisté à ces
ces affrontements, ce sont des faits de voyous. Et la preuve, c'est que depuis 6 ou 7 semaines, il y a pas, les manifestations se passent de façon très pacifique. Il n'y a pas le moins d'émeutes. Donc je ne pense pas qu'il y ait des velléités de prendre le pouvoir par la force. Et je ne pense pas que le scénario égyptien puisse se produire en Algérie. En fait, aussi, ce qui est spécifique, enfin, en Égypte, au-delà de la question, parce que tout comme il n'y a pas une forme de démocratie, il n'y a pas une forme d'autoritarisme. Et la spécificité là de l'autoritarisme tel qu'il s'exprime en Égypte, c'est une restriction complète de l'espace public et de la liberté d'expression. Et ça, moi non plus, et j'espère, de toute façon, on n'a pas de boule magique pour voir dans l'avenir, que c'est pas possible en Algérie, parce que ça n'a jamais été la stratégie d'un régime qui n'était pas démocratique, mais qui a plutôt joué, et ça de façon accentuée depuis 89, le coup de la soupape de sûreté. C'est-à-dire qu'on laisse des libertés, on laisse la contestation dans une certaine mesure s'exprimer, on laisse une certaine dissension politique s'exprimer, et on ne referme pas tout. Là, le problème de l'Égypte, c'est que les gens étouffent, quoi. Là, ils ont refermé, et qu'en plus, il y a une violence très forte qui s'exprime à l'égard de la contestation. Et donc, avoir un revirement tel, je le trouve, je ne l'espère pas. Après, ne pas aboutir à la démocratie, ça c'est tout à fait possible par ailleurs. C'est l'un ou l'autre, quoi. Moi, je serais plutôt, non pas d'un avis contraire, mais un peu moins, je dirais, optimiste de ce côté-là, parce que on est dans une phase où tout est possible. Ayant vécu la transition de la fin des années 80, on a bien vu qu'à un moment donné, lorsque la parenthèse démocratique lorsque la transition démocratique met en péril des intérêts bien établis, tous les dérapages sont possibles. Si demain, en espérant qu'on arrive à un système plus ouvert, plus démocratique, plus équilibré en Algérie, il va de soi que ça ne se fera pas facilement. Pourquoi ? Parce que ça remettra en cause beaucoup de privilèges, notamment les captations de la rente, les réseaux mafieux qui règnent sur l'économie algérienne. Et tout cela ne sera pas quelque chose qui contribuera à apporter la stabilité immédiate. S'il y a un courant politique qui est élu et qui déplaît à une partie de l'establishment militaire, on reviendra au point de départ, comme on est revenu en 1992, où effectivement l'armée fait tomber le président, rechigne à assumer elle-même l'apparence du pouvoir et a besoin d'une façade. À l'époque, on est allé chercher un vieil opposant historique, une personnalité qui était Mohamed Boudiaf, pour lui dire, bon ben voilà, tu as la légitimité, mais tu ne saurais diriger le pays tout seul. Ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il n'avait pas envie de faire, et ça lui a été malheureusement fatal. Donc voilà un peu, effectivement, on ne peut jurer de rien. C'est un long combat, la transition c'est un long combat, mais la tentation, je dirais, de régression autoritariste, elle existera toujours. En tout cas, tant qu'on n'aura pas assaini les circuits économiques qui régissent le pays. Est-ce que je peux quand même poser très rapidement? Attends, je vais juste lui donner la parole brièvement, après je... Non, ce que je voulais dire à l'attention de la dame qui a posé la question, c'est qu'il faut bien être conscient qu'actuellement en Algérie, on est dans une situation paradoxale dans laquelle le mouvement populaire demande que l'on sorte de la Constitution, entre guillemets, évidemment en invoquant les articles 7 et 8 qui affirment le primat de la souveraineté du peuple, mais dans les faits, ça revient en fait à ça, c'est on sort de la Constitution en quelque sorte, alors que de l'autre côté, les partisans les plus acharnés d'une lecture, je dirais presque pointilliste de la Constitution, ce sont les militaires qui disent « Ah, nous, pour nous, il y a une Constitution, nous devons la respecter, etc. etc. » Je crois que derrière cette attitude, je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans mon exposé, c'est que c'est une façon de se positionner de manière à assurer à long terme
les intérêts stratégiques de l'institution. Les intérêts stratégiques de l'institution étant qu'elle doit demeurer, du point de vue évidemment des responsables de l'institution, elle doit demeurer la détentrice en dernier ressort du pouvoir politique. Maintenant, les formes que l'on doit trouver peuvent être multiples en fonction des circonstances et des rapports de force. Je voulais juste, alors, très brièvement, vous dire, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que ce mouvement populaire, parmi ce qu'il en sort, demande une nouvelle constitution? Il me semble que c'est ce qu'ils expriment de façon différente, une nouvelle constitution. Ça, c'est ma première question. Je voudrais bien une réponse, même si vous m'en avez donné quelques-unes. Et puis, si ce que malheureusement, personnellement, je pense que l'armée, par tous les moyens, va vouloir quand même maintenir un certain système, même si elle fait beaucoup, comme vous dites, des concessions, etc., mais qu'elle n'est pas prête, je crois, à abandonner ce que, même avant 62, elle a mis en place, me semble-t-il. Hein, je connais beaucoup cette histoire. Je me demande si ça ne va pas favoriser le retour des islamistes. Est-ce que vous pensez quelque chose comme ça? Voilà, ça c'est mes deux questions. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que... excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Pour les spécialistes. Non, je dirais que personne ici n'est spécialiste de quoi que ce soit. Hein. Ce sont des points de vue qui sont confrontés. Je vais répondre très rapidement à vos deux questions. Premièrement, la question de la Constitution. Formellement, il n'y a pas encore de demande expresse d'un changement de Constitution. Une partie du mouvement, je suis conscient des réalités, une partie du mouvement qui demande la constituante, bien évidemment, veut un changement de la Constitution. Si on demande une constituante, c'est que par définition, on veut un changement de Constitution. Par contre, une grande partie du mouvement s'accommoderait bien d'une lecture, je dirais, ouverte de la Constitution actuelle, pour peu qu'elle amène les changements voulus, et que peut-être en aval, qu'il y ait des changements apportés à la réglementation, à un certain nombre de lois dont l'objectif est de corseter la société. Deuxième question, la question des islamistes. Je crois qu'on ne peut pas trancher. Personne n'est en mesure de trancher. Il y a en réalité une forte islamisation de la société en termes de pratique. En termes de pratique, il y a une très forte islamisation de la société. Est-ce qu'à partir de là, on va passer à une forme politique? C'est moins sûr. C'est moins sûr dans la mesure où il y a une expérience maintenant longue d'une vingtaine d'années ou même plus de partis politiques islamistes qui ont été partie prenante à la gestion catastrophique d'ailleurs. Ils ont eu des ministres, ils ont géré des secteurs dans lesquels il y a de grosses affaires de corruption, entre autres. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une volonté de vivre cette religion, de vivre cet islam dans un espace relativement privé. Ça n'exclut pas l'espace public, mais au sens où l'expérience des années 80 et 90 a été un traumatisme. Je ne crois pas que dans la société algérienne, il y ait beaucoup de gens pour soutenir une réédition de cette expérience. Mais c'est un simple point de vue.
quelque chose sur la question constitutionnelle notamment. C'est vrai qu'aussi, il faut être bien conscient qu'une constitution ne suffit pas. Les mandats présidentiels étaient supposément limités à 2. Et donc, formellement, à plein d'égards, il y a certains endroits où on pourrait penser que l'Algérie est démocratique. Et donc, dans un tel écart entre le de juré et le de facto, je pense que c'est pour ça aussi que finalement, ce que réclame la rue en tant que telle, c'est-à-dire les premiers slogans ne sont pas de l'ordre du constitutionnel, parce qu'en fait, on sait bien qu'il y a d'autres enjeux derrière tout ça. Je vous remercie pour le...